Bonjour Michael, désolée, juste au moment où je voulais parler, j'ai eu un chat dans la gorge. Oh, ben c'est pas grave. Enchanté. Mais ça va bien. Merci pour cet atelier, c'est très instructif. Et puis, merci aussi pour tous les documents, je les ai déjà téléchargés et je vais les regarder. Merci Ben, encore. génial, génial. C'est bon de savoir qu'ils sont quand même déjà utiles. C'est vrai que Jean-François, c'est Absolument. l'expert. Moi, je suis que facilitateur. Et là, nous avons nos panélistes. Bonjour Gina, bonjour Alice Salut! et Jean-François de retour. Nous avons également des personnes qui ont suivi le programme de réactivation économique ici aujourd'hui. C'est bon de voir. On va attendre 1 minute de plus pour le retour de tout le monde. Puis par la suite, on va commencer avec le panel. Alors, si ça va avec tout le monde, nous allons poursuivre la discussion. Passons maintenant à l'action. Je sais que dans sa présentation, Jean-François a indiqué que l'atelier d'innovation puis Impact Hub, c'était deux partenaires très, très importants pour l'implémentation du guide. Puis, je suis content d'annoncer que nous avons deux panélistes, un du Impact Hub, Gina, puis Alice de l'Atelier de l'innovation. Bonjour, merci beaucoup d'être pris de votre temps pour nous rejoindre ici aujourd'hui pour parler un peu plus de la discussion du lancement du guide. Et alors, sans plus tarder, j'aimerais qu'on commence avec la première question. Puis j'aimerais également que Jean-François donne un peu de perspective, mais on va commencer avec Gina. Comment est-ce que le bilinguisme s'applique au sein de votre organisme? Puis également, peut-être juste présenter un peu votre organisme. Merci, Michael. Yeah, I'll be speaking in French and English today, everyone. So excuse the switching back and forth and any pronunciation errors, of which I'm sure there'll be many. So yeah, my name is Gina. I am the programs lead at Impact Hub Ottawa. We are a nonprofit, collaborative, co-working space and community with a 16,000 square foot, mostly empty right now, space in downtown Ottawa, which is of course on the unceded territory of the Algonquin Anishinaabe people. We've been around since 2011, so a little while now, and a group of 6 young people, none of whom were from Ottawa, and actually 4 of whom were not even born in Canada, decided that Ottawa needed a home for collaboration among people interested in making change. And so they set out, and we've been in multiple different locations since then, but now we live on Slater Street, and we occupy 2 floors of a very large office building here.
I could say a lot more about what we do. I understand that maybe this is the introduction and the first question mixed in one, so maybe I'll say a bit more about specifically what we do. We have around 300 members, many of whom are frozen right now, not literally, well, maybe literally if they're outside, but due to COVID, of course, our co-working space isn't fully functional in the sense that we can't legally have it. All 80 people who usually work in our space here every day. But about 30% of our members are entrepreneurs, self-identified entrepreneurs, consultants, people working in IT. Another 30% are folks who identify as working for nonprofits. And the remainder is really a mix. So there's a huge mix of people here, and it's one of our strengths is that you can't really describe our members as one cohesive group, apart from the fact that 97% of them, according to our last survey, are really dedicated to advancing the SDGs in their work. So we're pretty impact focused, as you can probably guess, group of people here at the Hub. And what we do as far as programs is we offer services in professional development. So we have 15 experts in residence who are available for one-on-one coaching. We have weekly informal through to, I guess, more formalized or structured networking events. We have roundtable discussions, workshops, and cohort-based accelerator programs that work with young people all the way through to people of all ages, really, who are interested in having an impact in their communities. So for the bilingualism piece, depuis que nous sommes là, depuis 2011, bon nombre de nos membres, des participants au programme et des partenaires viennent des communautés francophones ou sont bilingues eux-mêmes. Cela dit, mis à part le fait que 2 membres de notre petite équipe, enfin nous sommes 5, peuvent parler en français, et le fait qu'on organise des fois des French Fridays où on parlait en français autour de la table avec du vin. La majorité de nos programmes et services n'ont jamais été ouverts en français ou bilingue. Jusqu'à tout récemment, lorsque nous avons reçu une subvention d'Ottawa Bilingue. Et cette subvention nous a permis de bâtir des ponts dans les communautés d'innovation sociale d'Ottawa en offrant 3 versions bilingues de l'un de nos programmes réguliers, les Brown Bag Lunches, qui sont des événements maintenant virtuels hebdomadaires. Donc, nous nous sommes associés avec Alice de l'atelier et avec Ethel Côté de MSNS et de partout, il me semble, pour pouvoir trouver des conférencières bilingues, dont certaines sont sur cet appel en ce moment. Bonjour, Jérémy. Et nous avons collaboré avec eux pour déterminer 3 thèmes dans le domaine de l'innovation sociale inclusive, l'économie sociale, les avancées du local international, les relations gouvernementales, comment les élus peuvent aider vos projets, et la semaine prochaine, activisme. Donc, avec plus de 80 inscrits, 6 conférencières fantastiques et d'excellents liens établis jusqu'à maintenant, nous sommes vraiment satisfaits de la façon dont le projet se déroule. Je vous invite à vous joindre la semaine prochaine. Je vais juste mettre le lien dans le chat plus tard. Mais qu'est-ce qu'on a appris? Premièrement, la traduction simultanée est hyper difficile, mais c'est possible. On n'a pas eu beaucoup d'argent, donc on ne pouvait pas trouver des interprètes, oh là là, interpreters. Mais nous avons pu embaucher quelqu'un pour écouter nos appels et taper ce qu'elles entendent en anglais dans un document en français et vice-versa. Les participants ont accès à ce document et peuvent le suivre en direct. Pour l'aider, nous demandons aux conférenciers de présenter leurs grandes lignes et leurs notes d'allocution en avance afin que nous puissions faire beaucoup de travail à l'avance. Nous nous assurons ensuite de recueillir et de partir toutes les ressources avec les participants par la suite et nous laissons également beaucoup de temps pour la discussion et Q&A. Donc ça, c'est la première chose qu'on a appris, que c'est hyper difficile, mais c'est possible. Deuxièmement, c'est au moins 2 fois le travail
au début. J'espère que ça va être plus facile avec du temps. Mais dernièrement, les gens l'apprécient. D'après les commentaires que nous avons recueillis jusqu'au maintenant, nous avons appris que l'événement a aidé les participants à faire des nouvelles collaborations ou de potentiel et de les exposer à des nouvelles compétences et réseaux pour les aider à faire progresser leur travail. C'est un petit début, mais nous sommes vraiment fiers du travail que nous avons accompli jusqu'à maintenant et avec les partenariats que nous avons pu établir et renforcer. C'est beaucoup de travail au début, mais nous espérons que ce sera plus facile, comme je disais, avec un peu de temps. I think I'll maybe stop there, but I'd be happy to take more questions about what we do in terms of bilingualism as we go on. Yeah, Gina, thank you so much. I'm just going to continue in English here just for a quick minute. And I realized that I asked you 2 questions there and you handled that excellently. So thank you so much for that. I actually just wanted to come back to you, Gina, really quickly, because I know you have experience having worked at the UN. And I understand that there might be some individuals on this call who are not entirely familiar with the Sustainable Development Goals. So I was wondering if you could quickly go into that work, maybe how you worked within that context and how people at Impact Hub work within that context. I thought that was really interesting. Yeah, sure. So I should clarify, I worked for something called the United Nations Association in Canada, which sounds like it's the UN, but it's not. It's part of a group of non-governmental organizations around the world that kind of functions as the non-governmental representation of the various member states and in different member states around the world, but it's certainly connected, certainly well connected with the UN and what it does. The United Nations Sustainable Development Goals are a set of 17 internationally recognized priorities for ensuring the sustainability of people, planet, and profit alongside one another. And the idea is that these goals are to be established or to be achieved by 2030. And along with these goals, which were really developed in consultation with all kinds of people around the world, mind you, none of these ideas that these goals discuss are really new to many communities who work in the areas of social and environmental justice. They just got a nice stamp in the approval of United Nations and the 192 member states recently. That doesn't mean these are new ideas. That doesn't mean these aren't things that Indigenous communities have been proposing for a long time. But they do provide us with a wonderful framework for understanding our impact in the world. And so for us, our strategy at a global level as an organization, we are part of a network of over 100 impact hubs. We understand our impact through the SDGs. They provide a great framework for us to say, okay, so how are we doing in terms of this area and this area? Some of the areas include no hunger, quality education, gender equality, reduced inequalities, sustainable production and consumption, sustainable communities. There are 17. And fundamentally, the beautiful thing about this framework is that the main lesson that I take from it is you can't achieve success in one area without also addressing the goals or the targets included in another of these goals. So each one of these goals has has multiple indicators and targets associated with it. They can be localized and understood in all kinds of different ways, from the national level, which our country is in the process of doing, all the way through to, as I said, the organizational level, but a lot of cities use them to frame their impact, and you can set your own indicators depending on how you understand those goals. But each country is really encouraged to develop their own framework so that they can understand them in the context of their regional and their specific needs. So for example, in Canada's, I think under reduced inequalities, there's a specific focus on ensuring, under clean water and ensuring that Indigenous communities have access to clean water. That might not make sense in a country like Germany, but here it is one of our priorities. So it's a high-level framework for understanding your impact in terms of social goals, environmental goals, and economic goals, sustainable economic goals, at all kinds of levels. So we understand it in terms of our strategy, but we also, in all of our programming, ensure that there's some connection to one of these goals, which is really easy to do if you just work at it. You can really imagine connecting everything you do to one or more of these goals. And we
we really try to live it by creating a space for collaboration. Fundamentally, that is required to achieve these goals. People need to work across sectors, as you said, ignoring silos, breaking them down, so that we can make sure that one organization, which might be located in the office just down the hall, isn't doing exactly what you're doing or something counter to what you're doing, but you're working together to see how what each of you brings to the table can actually lead to a more fruitful outcome. That was a lot, but I hope that helped put into context what they are at a really high level and how you can understand them at a local and individual level. Yeah, thank you so much, Gina. And I think it's relevant today because, you know, as Jean-François said, we need to work across languages, across our region. Our region crosses provincial lines. And so I think that collaboration is very, very important on these kinds of initiatives. Alice, je vais maintenant retourner vers toi, puis je serai plus gentille. Je vais vous demander de vous présenter. Puis, par la suite, on pourra poursuivre avec la question du bilinguisme. Parfait. Merci beaucoup, Michael. Bonjour tout le monde. Hey, Gina et Jean-François. Je vais commencer par vous mettre déjà une série de liens ici dans le chat pour aller plus loin sur tout ce dont je vais parler. Donc, moi, je suis la directrice générale de l'atelier d'innovation sociale Mauriel-Bélanger, qui est situé à l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et donc, nous, on est un organisme à but non lucratif. On est constitué de façon indépendante. Un peu comme Impact Hub, on est inspiré des espaces de coworking, des laboratoires d'innovation et d'autres programmes qui visent à accélérer le démarrage d'entreprises sociales, mais on est tout jeune. Nous, en fait, on est la troisième patte d'un écosystème d'innovation sociale qui a été rêvé à l'Université Saint-Paul dès 2015, mais nous-mêmes, on a seulement 2 ans et demi environ. Donc, on est un peu en mode start-up encore. Donc, la première patte de cet écosystème d'innovation sociale-là, c'est l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère. Donc, l'école a été lancée en 2016. On est maintenant à la 4e cohorte d'étudiants et d'étudiantes en innovation sociale. L'école offre un baccalauréat, un DESS et une maîtrise. Bientôt, l'année prochaine, on va offrir un doctorat aussi. Et ces petites cohortes d'étudiants et étudiantes-là engagés, donc, s'impliquent aussi à l'atelier. La deuxième patte de l'écosystème, c'est un centre de recherche sur les inégalités et les transformations sociales, où il y a environ 18 chercheurs et chercheuses. Le CRIT donc, vient d'avoir son grand colloque annuel qui portait sur la transformation de notre environnement en contexte de pandémie. Donc, la transition écologique en contexte de pandémie, c'est très, très intéressant. Et donc, nous, comme je disais, on est la troisième patte de cet écosystème-là. On se veut, en fait, un petit peu l'application concrète de l'innovation sociale qui a lieu, qui s'enseigne à l'école et qui s'étudie au centre de recherche. Nous, donc, comme je disais, on est très jeunes, mais on considère que 2 ans après notre ouverture, on a réussi notre pari d'être cette application pratique d'un écosystème qui a comme mission de s'attaquer aux injustices, de lutter contre les exclusions et de réduire la pauvreté sous toutes ses formes. On est donc un lieu dynamique, normalement en personne, mais depuis, comme tout le monde, quelques mois, surtout en ligne. Donc, on est un espace où se rencontrent et s'inspirent les différents acteurs et actrices du milieu de l'innovation sociale. Les étudiants et les étudiantes, qui sont la majorité de nos membres, qui sont automatiquement membres, les chercheurs et chercheuses, professeurs, mais aussi praticiens, praticiennes, entrepreneurs et la communauté. On a environ une centaine de membres puis c'est là où on dit qu'on a commencé à réussir notre pari, dont certains et certaines se sont mis ensemble pour créer des projets d'innovation sociale, comme un premier centre intergénérationnel dans la région de l'Outaouais, qui favorise les liens entre les tout-petits et les aînés, une coopérative de santé solidaire autogérée et un projet d'habitation partagée qui propose un modèle alternatif de logement solidaire et abordable. Vous pouvez voir ces projets-là sur le site de l'atelier. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos partenaires, comme le Conseil de la coopération de l'Ontario, qui est un des membres fondateurs de l'écosystème de l'atelier?
on offre à ces projets-là et à bien d'autres de la formation, de l'accompagnement et des occasions de visibilité et de financement. Juste des fois, Gina y a fait allusion, je pense que ça vaut la peine de revenir sur qu'est-ce que c'est l'innovation sociale. C'est quoi des projets d'innovation sociale? Donc, ce n'est pas nécessairement nouveau. L'innovation sociale a une riche histoire dans des pratiques sociales d'auto-organisation, d'entraide et de créativité collective. Comme Gina le disait, les Premières Nations, les Autochtones ont une longue tradition. C'est vrai aussi pour d'autres communautés ailleurs dans le monde. Nous, on la définit comme des modèles d'organisation, de pratiques sociales et d'engagement citoyen qui permet une lutte contre les inégalités sociales et les différentes formes d'oppression, notamment par la réduction de la pauvreté. Donc, on prend position de façon assez ferme dans une définition qui est très engagée de l'innovation sociale. Donc, ça inclut des entreprises sociales et collectives, comme les coopératives, évidemment, mais aussi des initiatives et des expérimentations collectives. Je pense que ça fait peut-être le tour pour notre mission. Peut-être juste un dernier mot sur, bon, concrètement, on est un espace de 5500 pieds carrés, donc de co-travail, de location de salles, de réunions et d'événements. En temps normal, on peut accueillir à peu près 100 personnes avec les mesures de distanciation physique, à peu près 20-25 personnes. Et on loue aussi l'équivalent de 1600 pieds carrés d'espace de bureaux fermés à l'Université Saint-Paul à des membres corporatifs comme le Conseil de la coopération de l'Ontario, le Réseau canadien de développement économique communautaire, Common Approach et Mécénès. Je pense que, Michael, je vais arrêter là pour la description de ce qu'on fait. OK. Alors, je vous relance de parole avec la question, comment est-ce que le bilinguisme s'applique dans votre organisme? Very well. We tried to spice things up with Gina. I'm going to try to address this one in English. So the atelier is primarily Francophone, but we ask people to speak in the language of their choice in general when we have events and for our own internal organization. I would say that this is received differently by different groups of people, and I think some of you will relate to some of those elements. So, like my first circle are the professors, the employees, and my board. Basically, we're all bilingual, right? So we all do our translation automatically. Basically, we're all able to do it when we talk about our website, our Facebook events, our communications by email, etc. But the thing is, though, we have no bandwidth or resources to translate complete documents, like our activity report, for example, which I'm really proud of, and that I sent you the link in the chat. For now, like I'm like many nonprofits, I guess, I'm thinking of trying to find funds to get this specific document translated because it's 40 pages, right? And just there's no bandwidth internally to do that. And the other question is also a lack of bandwidth and resources, I guess, to help people who are not already fluently bilingual to participate to their fullest. And I guess, you know, as an executive director, I'm an employer, I report to a board, I'm responsible to generate life in a community. And I'm really mindful that some people have a third language. Their first language is neither French nor English, and I don't have really a solution to recognize this and to ensure that those people, you know, also participate fully. And we haven't mentioned this, but we were supposed to have another panelist with us today, Céline Auclair, who is the executive director of the Center for Innovation of First Peoples, I think it is called in English. And unfortunately, we wish her well. She's ill, so she couldn't be with us. But I was really looking forward to her perspective on this. You know, there are people who we live among and work with who are actually outside of this two-way dynamic between English and French. So that's one thing that I'm mindful of regarding languages in our organization.
another element that I was thinking about when I was preparing these remarks are our students. So it's really interesting. At St. Paul University, we are a Catholic university, so we have a network. Well, today most universities have a really wide network of international students, but there's a specificity, I think. Being a Catholic university, we have a lot of students from West Africa and from Asia. So I'm thinking specifically about Vietnam, DRC, Rwanda, and bilingualism is not necessarily as widespread among those students. And they're also not necessarily familiar with the very peculiar history and dynamics of the two official languages in Canada. So that often leads to interesting discussions. You know, we also sometimes forget, but it's a very peculiar history. I don't know if you were aware or if you have thought about that recently, but it was a commemoration, I guess, of the 50th anniversary of the October crisis very recently, which was, you know, a very rough episode in our recent history. And a lot of people that we work with have no references from that. So that is one thing that's interesting. And I guess at the Atelier, we also have a lot of ties with Quebec. The social economy is very well developed in Quebec, so we have a lot of partners there. But it's also interesting that in Quebec, outside of the region, in Outaouais, events are not very bilingual at all for Quebecers, right? It's mostly in French, just in French. And if someone speaks English, then everyone switches just to English. There's not this ease, I guess, with the fluid switch between French and English that we were used to in this region. So I guess my last thought on this would be that I think we take it a bit for granted in Canada, and in particular in Ottawa, that virtually all Francophones speak English, and that many Anglophones can at least, you know, understand a good deal of French. So we manage basically when we have events. But yeah, it's something to keep in mind, and it leads to challenges. I think it also leads to opportunities. Gina touched on the methods developed within Ottawa Bilingue, and I think we can touch on that in the next questions. Yeah, thank you. Thank you so much, Alice. That's a really good point, and I'm so happy that you brought kind of the intersectional perspective into this as well, because the reality is within the bilingual community, there are many identities, and I think that's one of the strengths of this region is really you can see the different perspectives that people bring to the table. So I think that's very, very relevant. Jean-François, je vais te poser la même question. Je sais qu'on a déjà présenté le CCO, mais je me demande peut-être si tu pourrais juste nous donner un petit aperçu de comment le bilinguisme s'applique au sein du CCO. Oui, absolument. Je ne le ferai pas peut-être de façon aussi bien présentée que Alice et Gina, mais je vais quand même tenter ma chance. Donc, comme vous le savez, le CCO, c'est l'organisme de représentation, de promotion, de développement du secteur des coopératives et des entreprises sociales en Ontario, qui est destiné principalement pour les communautés coopératives et d'entrepreneuriat social en français et bilingue. Et donc, on voit que déjà dans la définition même de notre organisme, il y a certains éléments qui sont prépondérants. Donc, un organisme de représentation pour un secteur de l'économie qui valorise la communauté francophone et les liens bilingues, mais qui évolue dans un contexte qui est majoritairement anglophone. Et donc, on se doit, en tant qu'organisation, de refléter cette réalité dans nos activités en tant que telles. Le CCO a été fondé en 1964 sur la base que la communauté francophone se devait d'avoir un organisme de représentation et de promotion d'une façon alternative de faire des affaires qui est plus inclusive, plus diverse et qui renforce l'autonomisation financière de la communauté francophone en situation minoritaire. Donc, d'abord et avant tout, c'est un organisme par les francophones, pour les francophones.
Mais la situation a bien changé, a bien évolué depuis 1964. Tant aussi bien qu'il y a eu une reconnaissance à l'interne qu'on se doit de tisser du lien social, d'abord et avant tout, avec les deux communautés de langues officielles, mais également quand ça vient au développement économique, beaucoup de la législation, du travail de relations qui se fait avec des organes comme Queen's Park, l'Assemblée législative de l'Ontario, où se décident la plupart des lois et des requis légaux en matière de développement coopératif, on se doit d'avoir ce lien-là dans les deux langues officielles pour qu'il y ait une bonne communication et une bonne opérationnalisation de notre travail. Donc, c'est devenu assez prépondérant dans l'équipe d'avoir justement les capacités de dialoguer, de construire une économie dans les deux langues officielles. Tant aussi bien qu'une révision s'est faite en 2019 au niveau de notre mission, valeur, tout ce qui est par rapport à la description de notre organisation pour refléter ce caractère bilingue, justement. On a implémenté au sein de notre organisation une transformation où on passe d'une organisation par et pour les francophones à une organisation par et pour les francophones, mais également par et pour les communautés bilingues, pour élargir évidemment notre bassin, notre offre envers la communauté, mais pour refléter justement cet élément dualistique qui est inhérent à notre communauté d'affaires. Ce que ça veut dire, c'est que dans la vie de tous les jours, lorsque le travail du CCO s'opérationnalise sur le terrain, on essaie dans la mesure du possible de faire nos communications dans les deux langues officielles, de refléter cette dualité linguistique-là dans notre travail de formation qu'on fait auprès de notre clientèle, de reconnaître justement tous les apports que les deux communautés d'affaires jouent dans notre travail de tous les jours. Différentes régions à travers la province ont différents degrés de bilinguisme. La situation n'est pas nécessairement la même du côté, par exemple, de Toronto versus Ottawa versus Sudbury. Et on a 6 ancrages comme ça à travers la province, 6 points de contact des bureaux dans différentes régions qui vivent des différentes réalités. Et donc, on se doit de s'adapter à ces différents degrés de bilinguisme, justement, en offrant des services dans les deux langues officielles. Pas toujours évident, surtout d'après le legs historique de notre organisation, où on était souvent une organisation qui a évolué pendant longtemps uniquement en français, mais on se doit, pour bien refléter notre cœur de mission, d'avoir justement cette ouverture envers la communauté anglophone. Et donc, tranquillement, il y a de plus en plus de ponts qui se construisent dans nos opérations au quotidien et on encourage de ce fait-là à augmenter notre degré de bilinguisme. Ça se reflète dans la composition de notre équipe. De plus en plus, on a une équipe, on a grandi considérablement dans les dernières années. Il y a quelques années, on était 10 employés, bientôt on approche la trentaine. Et donc, on diversifie nos points de vue, puis on diversifie nos profils à l'interne et nos opérations à l'externe également. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question là, de façon claire et précise. Oui, absolument. Puis je pense la présentation qui a été apportée sur le guide Ottawa bilingue, c'est tout à fait un exemple de bâtir ce force au sein du CCO. Alice, je vais retourner vers toi pour la prochaine question qui est en anglais. In these times of crisis with the pandemic, what kind of challenges have you experienced as an organization? And how have you adapted or demonstrated resilience? Right. Well, we're closed, so that's fun. I started as an executive director on March 2nd, and we closed the atelier on March 13th. So I had exactly 2 weeks to work in the space. So, obviously, we were pretty impacted. We stopped charging memberships on April 1st. So that was also an important adaptation. In the meantime, though, since the first months of the pandemic, like everyone, we've adapted. So we adapted our space to physical distancing. There's a whole room in the university with all of the extra chairs and tables that don't fit anymore in our space.
We also privileged, while adapting our space, we gave contracts in priority to organizations that are local, owned by or profiting by marginalized people, either women or newcomers, like Eco-Equitable. They are, I don't know if people on the call know them, but they're a fantastic organization. They are a charitable organization now. They started off as a nonprofit, and they teach newcomer women mostly to sew, and they make them teachers who then offer paying classes so that people can learn how to sew. And obviously during the pandemic, they've been making masks. Well, I almost want to go and get you my mask. They're so beautiful. Just a second, okay? But all right, Alice. That's my favorite. It's the crab one. Isn't it pretty though? Anyway, so we privileged companies like that, including Makerspace Ottawa. So it's the Makerspace at University of Ottawa that is managed by and for students. They made us partitions that we're going to use when we come back in our space to be extra safe, right? We were looking at that to buy from large organizations, but we decided to go with Makerspace, so that was fun. We opened tentatively at the beginning of September for students and professors first, and then our plans of opening for the public a bit later got completely scrapped by the second wave. So we're still delaying reopening to the public, but we do rent space on a punctual basis, so both for events and also closed office. So if ever you're interested in that, you can write to me. That's my email. But so we've been impacted, of course, right? As a nonprofit, we generate revenues by renting space. So that's stressful as an organization. But in the short term, I have to say, and I feel like that this has been the experience for several nonprofits, the actions of the government with especially la subvention salariale. What's that called in English again? The salary subsidy. There you go. I think that's been really helpful because obviously nonprofits' main expense are salaries. So that's a big help. It doesn't solve all of our problems for the medium or the long term, but in the short term, it really does give a welcome respite, as do punctual grants. So there was one from the Red Cross that we use to adapt our space and our website. And there is one that's called, the acronym is very long, FAREOSO, that's specific for Francophone organizations in Southern Ontario. We also use similarly, and I think like on that level, governments reacted very quickly, and we certainly profited from that. So those are opportunities, but also I have to say, and so there are some collaborations that are not possible right now. You know, our space is very, I wish that all the people on this call will be able to visit it in coming months, but it's a beautiful space. It's very warm, and just being in the space has a virtue of generating conversations and partnerships, and that's happened in the past. So that kind of spontaneous, I guess, meetings, that's not possible anymore. However, going online has really opened opportunities, and I'm sure, you know, Gina and Jean-François, you also have things to say about this, but on our hand, like on our side, on the one hand, it's a bit difficult going online because obviously you don't want to tire people out. Everyone is really, Zoom fatigue is real.
And you also have to ask yourself how to generate revenue if you're just going to bring things online without charging. But for us, ça a été une période, I'm going to mix it up and switch in French. Ça a été une période où on a été très, très actifs. On est conscient du fait que c'est une période qui est très difficile pour les gens. Ça fait ressortir des inégalités, puis ça renforce des inégalités qui étaient déjà présentes. Mais dans notre cas, j'avoue qu'on a été très, très, très actifs. Je vous remets le lien à notre rapport d'activité, puis je vous invite à aller le parcourir. On a des highlights, entre autres, mais dans les derniers mois, on a fait plus de 180 heures d'accompagnement pour 40 projets. Nos cliniques d'innovation sociale qu'on offre aux 2 semaines sont systématiquement pleines. Il y a de la demande. On fait une série webinaire qui s'appelle « Outiller l'innovation sociale » où à chaque semaine, on donne un webinaire sur un thème qui est susceptible d'aider donc les organisations qui s'intéressent à l'innovation sociale. Demain, par exemple, on a un webinaire sur la gouvernance. La semaine passée, on avait un webinaire sur les ressources humaines et c'est incroyable comment c'est populaire. Entre 50, 80, 100 personnes qui se présentent à des webinaires, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est encourageant. J'ai l'impression qu'on est utile. Puis en plus, on atteint des gens qui ne nous connaissaient pas puis que nous, on ne connaissait pas du tout. Donc, on a noué des partenariats. Puis ça, c'est intéressant parce que c'est des partenariats en francophonie aussi, à travers Mécénès, à travers Innovation sociale Canada. On a rejoint des gens comme la Commission nationale des parents francophones, la Fédération des aînés et aînées francophones du Canada avec qui on ne travaillait pas avant. Et les partenariats avec ces gens-là, entre autres, ça fait qu'il y a des gens vraiment de partout, déjà partout au Québec. Donc, des régions comme la Gaspésie, par exemple, le bas du fleuve, qui assistent à nos événements. Puis, on a des gens de partout dans la francophonie canadienne. Moi, j'ai vu dans les dernières semaines des gens de l'Ontario, évidemment, mais Manitoba, Nouveau-Brunswick, puis Terre-Neuve même, qui se sont des gens francophones qui se sont présentés à nos événements. Donc, ça, c'est vraiment encourageant. Puis, c'est des partenariats qu'on garde pour le futur. Puis, on est même, c'est vrai, on a une série dont je vais reparler un peu plus tard qui s'appelle « Ensemble malgré l'écran », où on s'attaque vraiment à comment on peut faire pour faire des événements engageants en ligne. Donc, démystifier le mode virtuel pour l'action collective, adapter des pratiques d'animation collective communautaire au mode virtuel. Puis, on rejoint des gens jusqu'en Belgique. Il y a des gens de l'autre côté de l'océan qui se joignent à nos formations. Donc, ça, on est très contents. Puis, finalement, en termes de collaboration, c'est ça ne nous a pas empêché, honnêtement, d'être très, très actifs. On a rejoint des nouveaux réseaux comme le Passeport canadien en innovation sociale, dont fait partie Impact Hub, qui a été très utile pendant la crise, qui s'est transformé presque en think tank pour réfléchir entre les différents hubs, comment on fait pour adapter nos espaces, par exemple. Puis là, comment on va faire pour adapter notre modèle d'affaires. C'est ça. Donc, ça crée des opportunités de concertation aussi. Et puis, nous, ça nous donne une visibilité qu'on n'avait pas eue avant, comme on s'est vraiment concentré sur notre présence en ligne. On a triplé notre nombre d'abonnés Facebook. On est rendu avec une infolette qui rejoint plus que 2500 personnes. Ça aussi, je pense que c'est le triple de ce qu'on avait sur nos listes avant. Donc, c'est ça. On parle à beaucoup de monde, puis on développe une expertise aussi sur l'animation puis sur l'organisation d'événements en ligne. Génial. Cool. Une excellente réponse. Gina, maintenant, je vous pose la même question. En temps de crise, quels sont les défis vécus en tant qu'organisme? C'est pas hyper différent que celle dont Alice vient de parler, mais premièrement, comme je disais tout à l'heure, on a été touché par des restrictions au rassemblement en personne. Évidemment. On a fermé nos portes entre mars et juillet. Bien sûr, cela a eu un impact énorme sur
résultats financiers. Chaque année, jusqu'à 70% de nos revenus proviennent de l'adhésion au coworking et de la location de nos salles de réunion et des événements comme ça. Very nice rooms, I will say. Donc, on a réduit tous les niveaux de l'adhésion au niveau le plus bas. Et c'était étonnant parce que presque 50% de nos membres ont gardé leur adhésion, juste pour nous soutenir pendant ce temps de crise. Et on a réouvert nos portes en août avec des heures hyper réduites, avec des précautions. Et maintenant, il y a presque 4 personnes qui viennent tous les jours. On a eu un maximum de 12 personnes. C'est very exciting. Et on travaille maintenant sur quelque chose qui a été une idée avant le COVID. C'était l'idée d'un virtual membership. Avant COVID, en fait, we're running out of space. On n'a eu pas beaucoup d'espace pour plus de membres, donc on pensait, qu'est-ce qu'on puisse faire? Est-ce qu'on peut penser de recréer cet environnement, ces programmes, ces services en ligne? Eh bien, oui. On a été touché, deuxièmement, par des retards dans les projets. Certains projets, comme Elise a dit, pour lesquels nous avions déjà reçu du financement, étaient liés à des activités et des ateliers faits en personne. Donc, nous avons dû retarder ce travail alors que nous réfléchissons à la meilleure façon d'atteindre les mêmes résultats dans un contexte virtuel. Et à cet égard, on a été touché aussi, bien sûr, comme tout le monde, par la technologie. Nous avons mis en ligne toutes nos programmations et des services gratuits. La majorité sont gratuits et accessibles au public. Avec chaque événement qu'on a fait, dont on a fait 70, plus que 70 entre mars et aujourd'hui, nous apprenons quelque chose de nouveau sur le Zoom, le sous-titrage codé, l'accessibilité en ligne, le marketing numérique. Oh là là, la numérisation des espaces d'innovation sociale et d'entrepreneuriat a été rapide et non coordonnée. Et donc, pour beaucoup d'entreprises comme nous, la résilience tout au long de la COVID et au-delà dépendra vraiment de qui a été le mieux en mesure de s'adapter et d'optimiser la technologie sur laquelle nous comptons chaque jour. Finalement, on a été touché par des difficultés à obtenir des subventions, en fait. Les revenus gagnés, comme je disais, est considérablement diminué dans l'ensemble du secteur. La compétition a augmenté, en fait, pour des subventions déjà limitées. Nous sommes maintenant en concurrence avec les fournisseurs de services de première ligne. So we're competing, so to speak, against people working on really urgent issues. Et donc, voilà, il faut qu'on se trouve une façon, comme Alice a dit, de vraiment réimaginer comment on puisse gagner de l'argent nous-mêmes, this earned revenue piece, because we are a social enterprise. Mais avec tout cela, il y avait aussi une opportunité. On a oh là là, j'ai pas ça en français, donc je vais juste parler en français. En fait, on a touché plus que 1000 personnes uniques entre ces dernières 8-9 mois. Et on n'a jamais pensé qu'on aura cette opportunité-là à cause du COVID, mais c'est hyper cool parce qu'on a touché des gens dont on n'aura jamais pu toucher à cause de barrières de coûts, de location, de géographie. Et là, maintenant, nous avons la chance d'être opérationnels en raison d'une combinaison de good cash flow et de divers soutiens et de subventions, comme Alice a dit, du gouvernement. Et nous sommes vraiment ravis de continuer à croître et à faire progresser nos missions dans ce nouveau contexte. On a l'occasion d'être vraiment intentionnels en ce moment dans la façon dont nous bâtissons cette communauté et notre espace à l'avenir. And I'm excited because I think it's like we've pressed pause and now we have an opportunity to reset. And so we're learning from everything that's happened. We're taking advantage of the fact that we have
reached new people, and we're wondering and we're asking ourselves, and we're building new programming and membership options to be able to keep those people in our community, because we know, as was mentioned earlier, isolation is going to be a big challenge going forward, especially this winter, and people working in the social impact space are no exception to that. I'll wrap up there. Génial. Bien, merci, Gina. Je vais passer à Jean-François. Peut-être juste de parler un peu plus de la réalité du CCO, puis comment le CCO a vécu cette crise COVID. Oui, notre exemple, en fait, a été assez unique en soi. On était parmi les premières organisations du secteur de la francophonie en Ontario qui a implémenté justement un travail à la maison. En date du 12 mars, en fait, on était tous à domicile. Et donc, puisque notre organisation fonctionnait déjà avec des systèmes de vidéoconférence, parce qu'on avait 6 bureaux à travers la province, et donc il y avait une communication qui était nécessaire entre chacun d'entre nous, qu'on utilisait déjà certaines plateformes en ligne. L'adaptation a peut-être été assez rapide dans un premier temps. Il y a eu une forte interrogation au sein de l'équipe à savoir quelle réaction on devrait avoir envers notre clientèle, nos bénéficiaires, etc., pour les aider à traverser cet épisode quand même charnière de notre histoire. Puis, on a mis en place deux séries d'interventions en tant que telles pour des publics légèrement différents. De premier ordre, pour les entrepreneurs en tant que tels qui passent à travers des moments difficiles, une série d'interventions par webinaire avec des objets très spécifiques au niveau des communications, au niveau de la gestion budgétaire, au niveau de la gouvernance, de la résilience en milieu entrepreneurial. Donc, c'était la série Génération Solutions et Avenir Entrepreneur qui ont été très, très, très intéressants à mettre en place, très réactifs, très rapidement, et ça a été un succès retentissant. Au cours du déroulement des derniers mois, on s'est rendu compte que la vaste majorité de nos opérations ont été transférables en ligne. Et c'était l'occasion de développer des nouveaux liens, de permettre la continuation des opérations malgré certaines barrières systémiques au niveau du contact physique qui n'était plus possible. Entre-temps, il y a eu la mise en chantier du programme de réactivation économique grâce à une subvention reçue par FedDev Canada, justement pour permettre de mettre en place un organe spécifique pour aider au processus de résilience puis de reprise économique dans le secteur francophone en Ontario, spécifiquement pour la région du centre, sud-ouest et de l'est de la province. Donc ça a été un grand boost pour nos opérations. Malgré tout, c'est énormément de travail, donc je souligne tous mes collègues qui travaillent activement sur ce dossier, nos 5 agents de développement affectés à ce programme et notre coordonnateur Jean-Philippe Galen qui ont fait un travail fantastique en partenariat avec la SEO pour mettre en place ce programme-là. Donc, c'est énormément de mise en place en peu de temps. Et c'est l'une des leçons apprises justement lors de cet épisode qu'on a traversé, c'est on se doit d'être très réactif, d'être proactif, de maintenir les liens qu'on a en place et de faire preuve d'imagination et de créativité. Sur ce dernier plan, également, la crise nous a permis d'expérimenter avec certains logiciels en tant que tels, de porter un intérêt vers certaines plateformes. Zoom, entre autres, on a fait énormément d'expérimentations, comme plusieurs d'entre nous, mais avec d'autres logiciels également. Pour beaucoup de membres de notre équipe, ça a été l'occasion de découvrir plein de gratuiciels qui existent en ligne, plein de logiciels qui sont disponibles pour les entrepreneurs, sans lesquels, peut-être advenant des circonstances différentes, on n'aurait pas nécessairement appris. Juste ce matin, notre coordonnateur des communications, Michael Promeneur, nous parlait d'un logiciel qui s'appelle Biteable, que je ne connaissais pas du tout. J'ai été sur Google rapidement, je l'ai regardé. Waouh, c'est fantastique, je viens de découvrir un nouvel outil. Et donc, c'est un contexte en ce moment pour nos entreprises, pour nos entrepreneurs, pour découvrir énormément d'opportunités, de solutions pratiques sans lesquelles le contexte en tant que tel n'aurait pas permis de les connaître autrement. Ça force la créativité, ça force l'adaptation
Et ça teste vraiment les capacités des entrepreneurs à mettre de l'avant des projets, des liens qui sont porteurs. C'est une période très, très, très difficile qu'on vit, et ce, pour différentes raisons, que ce soit par le manque de ressources ou, dans notre cas, l'expansion rapide de nos opérations qui nécessite de nous adapter. Tout le monde vit la situation de façon différente. Mais la réponse qu'on apporte va forger l'avenir. Puis nous, au CCO, on pense qu'on a mis une méthode en tant que telle, des solutions très, très, très pratiques qui vont nous permettre, après que la crise soit passée, de construire sur ces fondations, de faire en sorte que la période qui va suivre, 2021, 2022, 2023, soit remplie d'opportunités puis de nouvelles connexions. Génial. Merci beaucoup, Jean-François. Effectivement, vous avez tous les trois démontré de la résilience, puis une certaine agilité face à des enjeux comme la pandémie qui nous affecte tous en ce moment. Là, je vais poursuivre avec une nouvelle question. Puis je vois qu'on a une question dans le chat également. Puis je vois aussi qu'il y a des personnes qui aiment vraiment votre masque, Alice, dans le chat également, qui sont en train de se manifester. Je vais poursuivre avec cette question et je m'adresserai à Gina en premier. Selon vous, comment les deux communautés d'affaires de la région peuvent-elles mieux collaborer ensemble? Thanks, Michael. I'm going to do this one fully in English so you can all understand me. Yeah, I think there are so many opportunities to keep working together. I'm really excited by the work that Jean-François has done in his report to pull together and, importantly, put back up with data some of the things that we all kind of know, the needs and desires of people in the business community to really level up in the area of bilingualism. That 66% of those organizations want to work bilingually is a fantastic thing to know. And I kind of hope we take this to funders and people empowered to be able to get even more support for the kind of work that you're doing and that we're doing here today. So thank you. I'm also really encouraged by the work that Alice and Etel and my team has been working on. I know it's just the beginning, we're learning a lot, but I'm really hopeful about how this partnership can continue to evolve and how we can bake it into what we do on a regular basis and hopefully not need the support of a grant every time we want to do something bilingual, which is the problem with all kinds of projects in the nonprofit world. But I have a few high-level thoughts about how we can work better together, and some are more practical than others, some are more just kind of feelings. The first one is to be gracious and empathetic, celebrating people's efforts to speak in your native tongue and vice versa. I think appreciating that it's a challenge, and especially in a professional context, and find ways to welcome bilingualism in your meetings and in your events and your emails, and finding that balance between accepting the odd typo and actually encouraging and encouraging learning. I think that's a balance I haven't struck yet, but it's as simple as smiling and being appreciative. Sharing resources, yeah, we this is among organizations, one who might be Francophone and one who might be Anglophone. Alice and I, our organization recently applied to a grant program that we knew Alice and Atelier had been successful in. So we've reached out. And without hesitation, Alice was eager to take our questions and hear our ideas and give us some suggestions for how we could shape our ideas. And that was, something that happens in good collaborations all the time. But what a wonderful opportunity to do so across languages as well, and to not see one another as competitors. That's just not how we work, which is great, but to remove the barriers of language as well is something that has really, we've been able to recognize that there's something unique that each of us brings to the table, and we do our best to help one another thrive, and that's the core of successful collaboration, whether or not you're working through language barriers. Related to that one, of course, is just to collaborate. Try to find opportunities to collaborate on grant applications, on corporate partnerships. People are super excited to support this kind of work.
there's no better way than to practice another language than by trying to write an email in another language, which, sorry, Alice, I don't always do. Finally, I think investing in the research, right? I mean, continue to do the work that you're doing, Jean-François, invest in projects like this so that we can really back up with data some of the things that we know about bilingualism in terms of its need and also its value. And I think I'll wrap up there. Absolument. Merci beaucoup, Gina. Je pense que c'est très pertinent. Puis, je vais céder la parole à Alice maintenant pour répondre à la même question. Comment peut-on mieux collaborer ensemble? Parfait. Gina, you're fine. Tes courriels sont parfaits. Moi, je suis vraiment convaincue que ce qu'on fait, donc accompagner, promouvoir à l'atelier des nouvelles façons de produire, de consommer, d'habiter, de se relier aux autres dans une perspective de changement systémique, ce qui rejoint aussi l'action du CCO puis l'action de Impact Hub. Je pense que c'est plus pertinent que jamais, c'est clair pour nous, là. Puis, Gina en a déjà parlé, puis ça revient souvent, mais c'est parce que c'est vrai. Il faudrait, je pense, avoir des lieux de concertation, plus de lieux de concertation pour systématiser un peu ce qu'on fait déjà de façon, quand il y a des bonnes pratiques de collaboration comme celles qu'on a entre nous, ça se fait tout seul, mais ça prend du temps, en fait. Puis, ça peut facilement prendre le bord si on est trop occupé, s'il y a des changements internes dans nos organisations, s'il y a de la rotation de personnel, etc. Donc, moi, c'est vraiment une des choses qui me tient à cœur. C'est une des choses que j'aimerais réaliser cette année, c'est de mettre sur pied une genre de table de concertation dans la région avec une personne payée à la coordination. Parce qu'on le sait, là, dans nos organisations, s'il n'y a pas une personne qui est rémunérée pour faire quelque chose, ça avance pas ou alors très, très lentement. C'est normal aussi. Je pense que c'est une des choses qu'on a en commun. Moi, pour moi, c'est vraiment important comme organisation de reconnaître le travail fait. C'est le fun de faire du bénévolat, mais laissons ça à des gens qui ont les moyens de faire du bénévolat, puis payons le travail qui est fait, puis reconnaissons le travail qui est fait. Je pense qu'une des difficultés qu'on a là-dessus, puis on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est que les financements municipaux puis provinciaux s'appliquent difficilement pour faire une concertation dans la région. Je pense que Gina a essayé dans son financement Ottawa bilingue d'aller chercher des partenaires du côté de Gatineau, mais ça ne rentre pas à l'intérieur des paramètres du programme. Donc, c'est quelque chose auquel on se bute dans notre région, puis c'est plus large que nous, ça nous précède, puis ça va continuer après nous. Mais il n'y a pas de raison de baisser les bras. Je pense qu'il faut continuer à essayer de trouver des façons de travailler quand même malgré les obstacles un peu systématiques à la région. Mais donc, c'est ça. Si vous avez envie de faire ça, de participer à une table régionale de concertation, ou en tout cas, on pourra trouver un autre nom, si vous avez des idées, si vous avez des idées de financement auxquelles on pourrait appliquer pour faire ça, je remets mon courriel. Écrivez-moi. J'aimerais ça faire ça. Je pense aussi qu'il y a des opportunités donc, de développer nos programmations. Il y a eu du financement pour ça. Il y en a d'autres sur lesquels on va appliquer bientôt. Je pense notamment au Fonds Trillium pour des communautés résilientes, dont la date de tombée est le 9 décembre. Ça s'en vient. Il y a aussi des deuxièmes vagues. Là, je ne suis pas au fait des dates, mais pour les fonds Fareoso, pour les fonds Croix-Rouge, il y a aussi des dates de deuxième vague là, qui arrivent. Donc, se servir de ces opportunités-là, essayer d'aller un petit peu plus loin que les personnes avec qui on travaille toujours. Tu sais, peut-être se donner des objectifs réalistes, de rajouter un nouveau partenaire à chaque fois qu'on fait une demande de financement. Il y a toujours des enjeux avec ça. Dénic, si tu savais comment on s'en vient. Ottawa bilingue revient. Super! Alors, c'est ça. J'allais justement dire, il y a aussi des fonds, donc spécifiquement pour des initiatives bilingues. Et là, je profite pour saluer Dénic personnellement. C'est vraiment un chouette programme, Ottawa bilingue. Nous, comme atelier, on collabore. Tu sais, ça suscite la collaboration. Nous, on participe à 5 projets dans Ottawa bilingue. On a le nôtre. On a participé aussi au Salon du livre afro-canadien qui a été financé par Ottawa bilingue. On participe avec Impact Hub à des Brown Bag Lunch bilingues.
On participe aujourd'hui avec plaisir au bootcamp du CCO. On va participer aussi à un projet de balado avec les étudiants francophones qui est mené par un groupe de partenaires, mais entre autres le réseau de soutien à l'immigration francophone. Donc, c'est vraiment du financement structurant. Puis, au cours de ces financements-là, on développe des collaborations puis des nouvelles façons de faire aussi. C'est ça. C'est le fun de collaborer, mais c'est toujours plus motivant qu'ils réalisent de collaborer quand il y a des fonds derrière qui suivent, c'est sûr. On est tous overstretched comme organisation. Puis j'en profite peut-être pour vous dire quelques mots sur notre propre projet à l'intérieur du financement Ottawa bilingue. Ça s'appelle « Construire des ponts ». Je vous mets un lien ici parce qu'en fait, c'est 3 sessions d'idéation bilingue. C'est vraiment par et pour notre quartier. Donc, notre projet à nous se veut vraiment très circonscrit localement, quoique c'est des réflexions sur des façons d'être plus reliés comme communauté. Donc, il y a des gens qui ne sont pas du quartier qui peuvent participer. Ça a été le cas d'ailleurs ce midi, on avait la 2e session, puis on a eu des personnes du Rwanda, puis des personnes de Caroline du Sud qui participaient. Alors, ne vous empêchez pas, si ça vous intéresse puis que vous n'habitez pas dans notre quartier, de participer. Mais donc, dans notre cas, ce projet-là était relié vraiment avec une priorité stratégique de l'atelier. Comme j'ai dit au départ, on est très jeune, on n'a pas encore 3 ans. Et une des choses qu'on n'a pas encore beaucoup fait, c'est de s'ancrer vraiment localement. Donc, tu sais, s'assurer vraiment de base que nos voisins sachent on est qui et qu'est-ce qu'on fait. Donc, en étudiant cette priorité stratégique-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des dynamiques particulières qui étaient reliées au bilinguisme dans notre quartier. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas bien le vieil Ottawa-Est, c'est un petit peu excentré, c'est proche du centre-ville, mais un petit peu excentré. C'est un très joli quartier qui est très résidentiel, en fait, qui est entre le canal et la rivière. Donc, c'est très vert comme quartier aussi. Mais dans ce quartier-là, il y a des dynamiques démographiques particulières qui font qu'il y a 2 poches, disons, démographiques. D'un côté, il y a des personnes un peu plus âgées qui ont acheté des maisons il y a 20-30 ans, qui sont des anglophones, mais souvent francophiles. Et souvent qui parlent français aussi, des gens qui sont très éduqués, qui ont des moyens, qui sont principalement les personnes qui sont impliquées dans les lieux décisionnels du quartier, comme les associations de résidents, le journal local, tout ça. Puis d'un autre côté, avec l'Université Saint-Paul, l'Université d'Ottawa, puis le tram, donc le réseau léger sur rail, il y a un développement d'habitations qui sont surtout pour des populations transientes. Donc, beaucoup d'étudiants internationaux, beaucoup de familles à revenus plus modiques qui habitent dans des tours. Puis, il y a très peu de mixité sociale, en fait, entre ces 2 groupes-là. Donc, c'est ça qu'on a décidé d'attaquer avec le projet Ottawa bilingue. On crée des sessions d'idéation par et pour le quartier. Ces sessions-là sont en ligne. Puis l'idée, c'est que de ces sessions-là ressortent un projet minimalement. On va avoir idéalement une liste de projets puis un répertoire de personnes intéressées pour que ça se brasse un peu puis qu'il y ait plus de mixité dans les instances de décision du quartier, mais qu'il y ait aussi un projet que nous, on puisse accompagner à l'atelier. Donc ça, c'est vraiment un projet cool puis qu'on fait vraiment de façon bilingue. Donc, pas traduction, pas un bout en français, un bout en anglais. Puis, je dois avouer, Denis qui était là aujourd'hui, on a eu notre 2e session. C'était vraiment drôle en plus parce qu'on en a profité pour... nous, on l'a pris vraiment au sérieux, cette subvention-là. Puis comme c'est une priorité stratégique, on a rajouté des fonds propres à l'atelier aussi. Tu sais, par exemple, on est allé faire du tractage dans les rues de notre quartier en pleine pandémie avec nos masques. On a déposé des milliers d'affiches dans les boîtes postales de nos voisins et voisines pour leur dire qu'on faisait ça. On a dépensé comme à peu près 1 000 $ avec Post Canada pour qu'eux, ils aillent déposer, ouais, old school, indeed. Avec Post Canada, donc on leur a demandé d'aller déposer les flyers dans les tours, puisque nous, on ne pouvait pas y avoir accès. Donc, on a vraiment pris ça au sérieux, d'aller faire du outreach local, old school. Puis, on a aussi engagé 2 personnes spécialisées dans l'organisation d'événements en ligne qui ont développé des méthodologies vraiment drôles. Tu sais, aujourd'hui,
toute la session d'idéation était tournée autour des chapeaux. Donc, réfléchir à une question avec un chapeau rouge qui est plutôt axé sur les émotions. Tu réfléchis à la même question avec un chapeau théorique noir qui alors plus ressortir les difficultés d'un concept. C'était vraiment bien fait. Et puis, nous, ça nous donne des méthodologies comme organisation en même temps. Puis j'ai l'impression, honnêtement, qu'il y avait vraiment une mixité dans l'événement aujourd'hui entre des jeunes, des moins jeunes, des anglophones, des francophones. C'est vraiment chouette. Donc, si on peut profiter des programmes existants pour faire ce genre de programme-là, puis collaborer ensemble, moi, je pense que c'est vraiment des belles occasions. J'arrête là. OK. Bien, merci beaucoup, Alice. C'est toujours excellent de voir des exemples vraiment à l'action. Puis, je suis content de savoir que Ottawa Bilingue a été renouvelé pour 2 ans. C'est une excellente nouvelle, Dénick. Je vais passer la parole à Jean-François pour peut-être offrir un point de vue CCO sur comment on peut mieux collaborer ensemble. Oui, question très, très, très intéressante parce que je crois qu'il y a lieu d'opposer l'envers de la médaille, c'est-à-dire qu'est-ce que la collaboration n'est pas, c'est la compétition en tant que telle. C'est souvent le mot d'ordre pour toute activité économique, c'est comment on se positionne par rapport à nos compétiteurs directs. Puis, il y a toute une logique derrière ça, tirée de plus de 200 ans d'histoire de littérature économique qui commence les travaux d'Adam Smith en 1776 jusqu'à aujourd'hui. Puis, on voit de plus en plus que cette logique-là a une fin en tant que telle, elle a une limite structurelle et que pour innover, pour entretenir de meilleurs liens, puis pour grandir en tant qu'organisation, il faut passer non pas une logique seulement de compétition, mais également une logique de collaboration. Les travaux du chercheur spécialiste du marketing, anthropologue Simon Sinek sont très, très, très intéressants. Pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, c'est un des auteurs les plus connus en matière de structure interne des organisations, des entreprises, qui a fait des travaux fantastiques, développeur du modèle du Golden Circle, et qui avait fait une intervention qui m'avait vraiment captivé sur la différence de logique des organisations quand ils adoptent une vision purement compétition versus une logique purement collaboration. Il avait étudié, entre autres, 2 conférences qui se faisaient à différents moments, faites par 2 organisations, une qui était jugée un peu moins performante, et toutes ces interventions de leurs gestionnaires, de leurs praticiens, de leurs spécialistes, étaient comment on se positionne par rapport à X organisation, à notre compétiteur direct. L'organisation qui était plus performante, elle, 100% de leurs interventions étaient comment est-ce qu'on répond aux besoins de notre clientèle? Comment est-ce qu'on sert nos bénéficiaires? Comment est-ce qu'on s'inscrit dans notre communauté? Et c'est de créer justement ce contexte, ces facteurs-là qui font en sorte qu'on ne réfléchisse pas seulement à une logique économique, comment est-ce qu'on se positionne par rapport aux acteurs X, Y, Z, mais comment est-ce qu'on collabore ensemble, comment est-ce qu'on met des mécanismes internes pour faire en sorte qu'on répond à notre vision, que ce soit une vision centrée sur l'humain, qui est au centre de la réflexion, que ce soit une vision plus axée sur l'environnement, sur la culture, etc. Peu importe le mot d'ordre que vous souhaitez mettre de l'avant, c'est comment est-ce que vous vous inscrivez dans une logique qui permet cet écosystème de collaboration. On l'applique au CCO autant bien qu'on peut. C'est sûr, des fois, ce n'est pas toujours évident. On est une organisation qui évolue très rapidement, donc il nous arrive d'avoir justement des faux pas. On rectifie la situation. Mais comme toute organisation, il faut mettre de l'avant justement cette logique on collabore avec notre environnement pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est ce qui d'ailleurs nous invite à travailler avec de multiples partenaires à travers la province. Et c'est ce qu'on essaie de promouvoir comme modèle de développement pour les communautés linguistiques également dans la région d'Ottawa. Au lieu d'évoluer en silo puis de compétitionner l'un contre l'autre. Oui, il y a toujours cet élément-là qui doit prépondérer parce qu'après tout, on est dans le milieu souvent des affaires ou le développement communautaire. Il y a quand même une certaine logique de compétition qui reste là,
mais de plus en plus, il faut amener le secteur du développement linguistique vers on collabore ensemble, on fait des projets communs, on concerte, on se consulte, on apprend l'un de l'autre. C'est sur ce dernier élément-là que je crois que je vais mettre l'accent, c'est cette logique d'apprentissage continu. On ne peut que collaborer qu'en apprenant à connaître notre environnement, à connaître qui on dessert et comment est-ce qu'on peut mieux répondre à nos besoins. Toujours être dans une logique d'apprentissage continu. C'est quelque chose qu'on encourage fortement au CCO. On encourage nos agents, nos gestionnaires, tout le monde à prendre du temps sur leurs heures de travail pour lire, pour tisser de nouveaux liens, pour apprendre au maximum à connaître leur domaine d'activité, leur écosystème. Parce que c'est en étant maître d'un sujet, en devenant des sommités dans certains domaines, qu'on peut être amené à tisser de nouveaux liens, puis justement à construire et à renforcer les ponts avec notre communauté. Génial. Merci, Jean-François. On va passer à notre dernière question de panel, puis ensuite, j'ai une question dans le Q&A. C'est quoi le rôle des différents paliers gouvernementaux dans tout cela, dans toute cette collaboration interrégionale au niveau de l'appui? Est-ce qu'il y a du financement qui est nécessaire, création de nouvelles initiatives? Puis j'aimerais commencer avec Gina pour cette question. Thanks, Michael. Yeah, so my answer here isn't coming from a place of deep knowledge of language policy by any means, but more from the perspective of an Anglophone from rural Nova Scotia who didn't always feel comfortable or even welcome in Francophone spaces until I had the privilege of doing 10 weeks of immersion and 4 years living abroad. In a country that purports to be bilingual, that level of effort and privilege shouldn't be required to feel comfortable in bilingual spaces and multilingual spaces. And I think there's a lot of work to be done at every level in order to support bilingualism in communities across the country. I'll start with federal because that's where I got my start in French, apart from shoddy education in middle school and high school. I did Heritage Canada's Explore program. That's the reason that I'm here today, really, speaking in French. I did the 5-week program twice, and then I worked as like a promotion agent for the Atlantic region, and then got inspired and moved to France and stayed there for several years as a result of that. If I'm remembering correctly, this is one of, if not the longest running federally supported program. And I think that a large part of this program's success is the fact that it has received continued support from different governments over the years. I think like 30 or 40 years it's been around. So yeah, first thing, I mean, programs like this that expose people to French language, but not only that, French culture at a really, really young age, or in high school or university. Programs like this need to continue to be supported. And maybe it exists already, but I wonder if there's an opportunity for something like this, for federal government to be supporting versions of this suited to professionals or even or underemployed people looking to level up their skills professionally. The workplace is changing dramatically. Unemployment is going to go, well, it's quite high right now, and who knows where it'll be for the next little while. What an opportunity to provide people with the support to build skills in something that will also build community. And I think if this is rooted in a way that focuses on mutual understanding and inclusion and exposure to different cultures, then we'll be all the better off. At the provincial level, the Ontario Canada Job Grant, so this is something that provides direct financial support to employers for employees who want to level up on their training.
it's a great opportunity. I don't know how many people take advantage of it. So I think there's a role there for organizations concerned with bilingualism and supporting it in communities to actually just provide some resources on where you can actually get support from the government. I think it's a fairly accessible program. I think they fund up to 80% of training if it's at like a recognized institution. So I think that's another opportunity really for organizations to show their commitment to bilingualism is to pay for it, to help your employees learn these skills, whether or not it's directly related to your work, because guess what, if you speak French, you'll find opportunities for support. We would never have had the opportunity to get this bilingual grant or partnership if one of our staff members didn't speak French. So you just never know. There's that ultimate end, but I think it's an end in itself. And then when it comes to education at the provincial level, I guess, encourage multilingualism, right? And early language learning in our schools. It's such an obvious statement. I don't know how that's done, but I think our relationship to different language communities starts super young. And I think we're really siloed as well in those communities. And we're doing ourselves a disservice by only focusing too on bilingualism. I think we need to recognize that we're not a country of just two languages. Where's the recognition of Indigenous languages? The languages of the almost 23% of Canadians whose mother tongue isn't English or French. I think recognizing and supporting multilingualism, it's the tide that lifts all boats. I mean, we're in a place now that it is increasingly siloed, but increasingly diverse. So how can we, at a very young age, encourage understanding and comprehension and respect for difference? I think it starts often with language learning. Municipal level, I think this is the level that matters so much. It's where we start building and strengthening relationships with our neighbors that we're going to see the value of learning and practicing another language. I think bilingual partnerships need to continue to be funded, including, prioritizing programs that support networking, exchanges, building bridges between like-minded organizations and community groups. Like Alice's work, so interesting and relevant to our community, but our community won't necessarily be able to access it. You've already got a product that our community would want. This workshop series you were talking about, I can't remember even what it's called, but you were talking about one. I'm like, that would be perfect for us. But how do we take something you've already done, make it make sense for our community? So that's just a simple translation question. But right there's an opportunity for us to learn from one another that won't happen without financial support. Offer free or subsidized translation services with that in mind for community organizations looking to do this. I mean, as I said before, I think we need to be funding as well learning language opportunities that are fun, welcoming to newcomers, and celebrate multilingualism and inclusion. As I mentioned earlier, I mean, there's a huge swath of people not speaking English who are new to our country, who are ripe for being welcomed openly into entrepreneurial and social innovation spaces, but who might not be as quick to join them because of a language barrier. There's a huge opportunity there. And I think if our municipalities are taking intersectionality seriously, which I think is starting to become a word that folks are using, if they're taking it seriously in the way that they develop or fund social and community programs, then I think we'd see a big difference in the way that people are welcomed into different language communities to their own. I have lots more to say there, but I'm going to stop for now and pass it on to whoever's next. Merci beaucoup, Gina. Oui, effectivement, on ouvre la discussion aujourd'hui. On ne clôture pas cette discussion aujourd'hui. Alice, je vous cède la parole. Merci. Bien, je pense que Gina a vraiment fait une intervention super structurée en allant de programme, de palier de gouvernement à palier de gouvernement. Je ne vais pas répéter tout ça. Je pense que j'ai fait allusion au début. Dans notre cas, ce qui manque, c'est du financement pour la traduction de documents stratégiques, des choses qui ne sont pas dans le quotidien. Ça, puis je pense que des financements existent déjà pour ça. Là. Je suis sûre que les gens qui sont autour de la table les connaissent puis peuvent me répondre du tac au tac dans le chat. Il faut juste prendre le temps d'appliquer sur ces fichus de subvention-là. C'est un peu long quand même.
Ensuite, ben, comme je l'ai dit un peu tantôt, c'est un peu spécial notre région. En termes de bilinguisme, mais en termes de dynamique politique de façon générale, je ne sais pas si tout le monde autour de la table est très familier avec les différents paliers de gouvernement au Canada, puis le fait que Ottawa elle-même, la capitale nationale, mais a été décidée un petit peu aléatoirement pour arrêter les chicanes, en fait, entre Toronto et Montréal. C'est la reine qui a mis son pied par terre puis qui a décidé que ça allait être dans le milieu. Et donc, on a, c'est ça, une région qui a évolué avec une histoire bien particulière. Puis, c'est ça, où il y a des dynamiques politiques, économiques, éducatives très, très étranges pour quelqu'un qui n'est pas d'ici. Moi, je suis née à Québec, j'ai passé la majorité de ma vie adulte à Montréal, j'ai habité à l'étranger aussi, en Afrique, en Pologne. Ça m'a beaucoup surpris là, dans les dernières années. J'ai habité du côté d'Ottawa. En ce moment, j'habite du côté du Québec, à Sainte-Cécile-de-Machamp, en campagne. Mais tu sais, c'est très surprenant là, pour quelqu'un qui ne vient pas de la région, à quel point les choses ne sont pas arrimées en termes de santé, en termes d'assurance automobile, en termes d'éducation. C'est très étrange. Donc, je pense que notre volonté d'avoir de la concertation, c'est la bonne, mais il faut juste, j'aime bien le terme de gérer les attentes parce qu'on s'insère dans des dynamiques existantes qui ont des répercussions dans la vie des gens depuis un bon moment puis qui vont continuer d'en avoir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à pousser sur nos élus pour qu'il y ait une meilleure coordination. Il y a des projets, je trouve, qui donnent espoir dans la région par rapport à ça, comme un projet de tramway joint, qui a l'air, en tout cas, qui, moi, m'excite beaucoup comme résident de la région. Puis je pense, de façon concrète, nous, on s'est mis des objectifs. Je trouve on a fait déjà beaucoup de collaborations cette année, mais il y en a que je sais que j'ai ciblé pour l'année qui s'en vient. Donc, le Centre d'innovation des premiers peuples, qui est à Gatineau, puis qui revient aux commentaires aussi de Gina, d'essayer de garder en tête la lunette des gens qui sont à l'extérieur des communautés spécifiquement anglophones, francophones, aller chercher le point de vue des Autochtones, des allophones aussi. Mais sinon, tu sais, je pense, puis là, je nous mets ça comme potentiel devoir à tout le monde, d'aller les chercher, ces gens-là, quand on fait nos prochains événements. Je pense au pôle en enseignement supérieur de l'Outaouais. Je pense à Recherche Innovation Boréal, la Factory des Jardins au Collège de la Cité, Startup Garage de l'Université d'Ottawa, le Centre Carleton pour l'innovation communautaire, DARE au Collège Algonquin, puis Incubator 13. Il y a beaucoup de monde avec qui on peut faire des choses. Puis finalement, je pense que nous, c'est le financement, c'est une chose. Il y a des choses qu'on peut faire aussi en s'obligeant à avoir certaines attitudes. Pour les francophones, particulièrement, parce qu'on le sait, comment ça fonctionne. Comme francophones, typiquement, les francophones vont être capables de comprendre l'anglais et quand il y a des gens qui sont unilingues, c'est souvent de l'autre côté, donc des anglophones qui ne comprennent pas le français. Donc, il faut, je pense, de façon consciente, résister à ce réflexe-là de juste passer en anglais pour enlever un malaise puis simplifier les choses. Je pense que c'est des questions qui se posent. C'est plus facile en personne d'avoir des personnes qui chuchotent, tu sais, des traducteurs qui chuchotent, puis ça crée des liens en plus, ça crée des dynamiques chouettes en personne. C'est plus compliqué, mais ça se fait. En ligne aussi, par le truchement de trucs qui peuvent être simples sans avoir recours à de la traduction simultanée, comme des documents Google en ligne auxquels Gina faisait référence, où on traduit au fur et à mesure ce qui se dit. C'est du travail, mais ça se fait. Je pense que c'est ça. Il faut nous-mêmes se donner comme devoir, surtout pour les francophones, de posséder à ce réflexe-là. Puis honnêtement, la plupart du temps, quand on donne un petit peu d'appui, je pense que les anglophones sont les premiers contents d'avoir accès à des événements vraiment bilingues. C'est ce que j'ai ressenti moi aujourd'hui, en tout cas ce midi quand on a fait
notre session à Ottawa bilingue. C'est riche, puis c'est nouveau aussi pour eux. Il y a des gens qui, je pense, surtout d'une certaine génération, qui sont vraiment attachés au bilinguisme canadien, qui sont très contents d'avoir des occasions de faire ça. Très intéressant. Merci beaucoup, Alice. Je vais passer rapidement à Jean-François pour des commentaires, puis par la suite, on a 2 questions dans le Q&A que j'aimerais adresser avant de clôturer l'événement aujourd'hui. Jean-François. Je vais peut-être revenir à l'élément différents paliers de gouvernement qui avait été mentionné plus tôt, puis la répartition du financement en ce qui a trait aux programmes qui incitent directement ou qui financent les initiatives bilingues ou qui encouragent la seconde langue. Je sais, entre autres, que Patrimoine canadien et Emploi et Développement social Canada ont, au cours des années, financé énormément d'initiatives en la matière. Il y en a 2 qui me viennent en tête. Le programme Jeunesse Canada officiel dans les 2 langues officielles qui encourage justement la maîtrise d'une seconde langue pour les personnes âgées entre, je pense, 18 à 30 ans ou quelque chose du genre. Bref, qui encourage justement les emplois pour la jeunesse, qui valorise justement les 2 langues officielles. Également, le programme Service Jeunesse Canada, qui encourage les initiatives d'engagement, de participation citoyenne, de participation bénévole dans les 2 langues officielles. Et donc, c'est des programmes qui ont été taillés spécifiquement pour les besoins, non pas seulement des générations présentes, mais des générations futures, également pour encourager justement cet esprit de bilinguisme. Un peu à la lumière, comme par exemple le programme Katimavik dans les années 80, justement cet esprit là, de collaboration puis d'échange culturel et linguistique. Donc, c'est des initiatives qu'au niveau fédéral, très, très bien structurées, très bien organisées et qui ont fait leurs preuves. Jeunesse Canada au travail dans les 2 langues officielles est actif là, depuis les années 90 au moins. Et donc, c'est un programme qui a fait ses preuves. Quand on arrive dans les échelons plus bas des paliers de gouvernement, c'est là qu'on voit qu'il y a des disparités au niveau de la répartition financière puis au niveau de la distribution géographique également. Je prends par exemple le gouvernement de l'Ontario qui a passé son budget tout récemment au mois de novembre. Le ministère des Affaires francophones n'a pas augmenté tant que ça au niveau de l'enveloppe budgétaire. Alors que c'est une scène, la scène provinciale francophone a été très, très, très active dans les dernières années et on a ce désir de revendication pour des meilleurs services en français. Alors, pourquoi est-ce que l'enveloppe a à peine augmenté alors que certains députés provinciaux demandaient le doublement de l'enveloppe budgétaire pour les affaires francophones? Alors, on voit qu'il y a des fois des questions de répartition de financement qui sont un peu à peaufiner. Même chose, justement, d'ailleurs, au niveau de la municipalité d'Ottawa, bien que la municipalité soit techniquement, sur le plan des politiques publiques, officiellement reconnue comme une municipalité bilingue, il reste encore pas mal de barrières systémiques au niveau de la livraison des services, au niveau de l'offre proactive de services en français, puis ça, d'ailleurs, de plus en plus vers les services spécialisés, entre autres pour le développement économique, etc. Il y a quand même là, certaines petites choses au niveau des permis, etc., qui pourraient être modifiées pour avoir une offre beaucoup plus renforcée. Et donc, il y a énormément de chemin encore à faire pour avoir un écosystème qui, d'ailleurs, on l'a mentionné précédemment, est très, très, très unique. Ce n'est pas dans toutes les régions du Canada qu'on a un environnement tel qu'Ottawa, en tant que tel, avec une grande population francophone, mais qui a justement un ancrage puis un arrimage qui reste à explorer, à bien concilier entre les 2 communautés. Et ça, c'est un travail proactif qu'il va falloir, en tant que société, en tant que municipalité, faire avancer dans les prochaines années. C'est un grand objectif, c'est très ambitieux. Je suis sûr qu'on a les capacités de le faire en tant que ville. Il s'agit juste d'avoir une vision spécifique et partagée par l'ensemble de la population. Ça, c'est la partie la plus difficile. Tout le reste, l'implémentation, etc., les politiques, ça c'est du détail. C'est d'avoir cette vision commune qui est le plus grand défi. Génial. Merci beaucoup, Jean-François. Un grand merci à Alice qui a répondu aux questions dans le Q&A. J'aimerais quand même avoir un retour de Gina là-dessus.
bien sûr, soit en français ou en anglais. Les deux questions sont quelles sont les aides dont leurs entités respectives ont besoin en interne et en externe pour favoriser l'évolution du bilinguisme dans leur secteur d'activité étant donné votre secteur d'activité, vos activités à Impact Hub. Et puis, deuxième question, c'est quoi les principaux ministères qui sont concernés par le bilinguisme ou les subventions? Je pense que Jean-François a quand même répondu à cette question avec Patrimoine Canada, mais peut-être juste avoir ton point de vue, Gina, au niveau de vos besoins pour le bilinguisme. Okay, so just so I've understood this, what are okay. So what help we need in order to really advance bilingualism in our organization? Money, first of all. I think that's the obvious one, of course, but partners, right, who are willing to work with us and be patient with us as we figure this out as well, and to introduce us to the right people to bring into our community. 100% the most valuable thing about this grant is the partnerships that we've been able to build, and that we've actually been able to act on the work that we've wanted to do for a really long time. So I would say certainly financing, funding, and a good network of people who share the same values and who are open and willing to collaborating with you as you kind of learn together. And then, yeah, very concretely, translation, 100%, like Alice has said. Is there a second question? Ben, il y a une question que Florence vient de poser dans le chat également, Ah oui. en se constatant que l'événement est vraiment Ottawais. Ce n'est pas ce qu'elle avait compris en s'inscrivant. Puis sa question poursuit. La collaboration franco-anglaise ne doit-elle se faire qu'à Ottawa? Qui de la collaboration avec les autres zones anglophones, exemple Toronto, Ottawa? Oui, excusez-moi, je fais des manipulations avec le Q&A qui ont des résultats auxquels je ne m'attendais pas d'envoyer la question de Florence ailleurs. Mais donc, comme j'ai commencé à répondre, peut-être je vais juste compléter là-dessus. C'est une super bonne question, Florence. Puis c'est vrai là, qu'on collabore déjà ensemble, puis naturellement, ça s'est porté sur un peu les particularités de la région qui sont très intéressantes, mais qui sont certainement pas qui sont uniques. Puis ailleurs au Canada, il y a plein d'opportunités, puis il y a plein d'occasions. Le CCO, je pense, pourrait avoir des choses à dire là-dessus, puisqu'ils ont un bureau à Ottawa, mais ils sont partout, en fait, dans les régions en Ontario. Et puis, tu sais, j'ai pas de grandes réponses très concrètes à ça, parce que pour nous, c'est nouveau, la collaboration avec la francophonie pan-canadienne de façon plus concrète. Mais je dis, mon premier réflexe serait de passer par les organisations puis les associations qui existent déjà. Il y en a vraiment plusieurs. Hein? Nous, on est en lien avec la Fédération des aînés et aînés francophones qui sont super actifs, qui sont basés au Manitoba. On est en lien aussi, il y a tous les réseaux des groupes de femmes francophones, les CALAX, entre autres. Il y a aussi l'association ou le réseau de la jeunesse canadienne-française qui sont super actifs. Il y en a beaucoup, des organisations. Puis j'imagine que j'irais dans le même sens, c'est-à-dire des occasions de collaborer, essayer de se discipliner à aller chercher des nouveaux partenaires avec des objectifs réalistes. Là. Un nouveau partenaire à chaque événement ou à chaque truc qu'on fait pour que ça reste gérable. Mais oui, il y a plein de belles occasions. Puis comme je disais un peu dans quelles opportunités on a dans la situation présente, profitons-en du fait qu'on est en ligne pour collaborer plus, pour se concerter plus, entre autres sur les occasions. J'ai l'impression qu'on est une cassette, là. On veut du financement, mais au-delà d'avoir plus de financement, c'est aussi une question de se parler entre nous sur qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble au lieu de demander des projets différents, puis c'est quoi les meilleures pratiques. Voilà. Jean-François. Oui, mon background en géographie va peut-être ressortir ici.
mais je pense que la région d'Ottawa peut servir d'initiative pilote en matière des meilleures pratiques en termes de bilinguisme pour d'autres échelles régionales. Tout d'abord, au niveau de la francophonie ontarienne en tant que telle. Quelles meilleures pratiques en matière de concertation, de financement de politique publique, etc., pourraient être implémentées qui serviraient d'exemple pour d'autres municipalités qui ont justement une large communauté francophone puis qui souhaitent encourager la création ou le maintien de liens existants entre les deux communautés d'affaires. Donc, au niveau francophonie, définitivement, cette échelle-là, ça prévaut. Au niveau des VETCOM également, qu'on a parlé précédemment, les Vancouver, Edmonton, Calgary, Toronto, Montréal de ce monde, comment est-ce que les initiatives qui sont mises en place à Ottawa peuvent servir également pour ces grandes municipalités qui sont les moteurs économiques de différentes provinces et comment ce qu'on développe à Ottawa comme écosystème peut se référer également dans d'autres écosystèmes où les degrés de francophonie sont variables, mais tout de même, il y a une présence. Et comment est-ce que la valeur ajoutée du fait français peut être un facteur déterminant dans le renforcement des écosystèmes d'affaires en place dans ces villes-là. Puis à l'échelle pan-canadienne également, comment est-ce que les recommandations qu'on a émises dans ce guide peuvent être implémentées à d'autres échelles, être élargies pour faire en sorte qu'il y ait une plus grande intégration des réseaux d'affaires, faire en sorte qu'à l'échelle nationale également, on puisse avoir une francophonie qui fait valoir son poids économique, puis qui fait valoir son importance en tant que telle. Donc, Ottawa a un grand rôle à jouer dans les interrelations qu'il y a là avec ces différentes échelles, parce que ça peut être le bassin, si on veut, l'initiative pilote, qui va faire en sorte qu'il y a différents effets ou différentes initiatives qui peuvent émerger, qui peuvent être répliquées dans d'autres endroits. Et ça, c'est un grand avantage. C'est comment est-ce qu'on peut répliquer ces initiatives-là à d'autres échelles. Ça, c'est une question qui ferait l'objet potentiellement d'une autre publication, éventuellement dans les prochaines années. Ben, je pense, pour utiliser un terme en anglais, we have our work cut out for us. C'est la grosse conclusion d'un événement comme aujourd'hui. J'aimerais remercier nos panélistes. Merci Gina, merci Alice de vous être joints à nous aujourd'hui. C'est très apprécié. Vous avez un regard unique sur la région de la capitale nationale, puis les enjeux. Et c'est très, très pertinent vos interventions. Alors, un grand merci. Puis je pense que c'était un bon compliment au lancement du guide et un grand merci à Jean-François d'avoir préparé le lancement de ce guide aujourd'hui. J'aimerais remercier toutes les personnes en arrière-plan qui, sans eux, aujourd'hui, n'auraient pas eu lieu. Bien sûr, Michael Promeneur, notre expert en techno, il travaille vraiment au pôle des communications au sein du CCO, mais pour aujourd'hui, il est notre expert en techno. Puis également, Nadia et Balgissa, un grand merci à vous. Continuons cette discussion. Ça ne termine pas aujourd'hui, ça vient de commencer. Puis sur ce, je vous souhaite tous et toutes une excellente soirée. Oui, merci beaucoup Isabelle et bonne soirée. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci. Et à bientôt. Bye bye. Merci Michael, Jean-François, Alice et tout le monde. Ciao.